Bonjour Cédric. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire une recette de cochon, donc du cochon Ibayona qui sera rôti, et également de la ventrèche qui sera braisée. Et tout ceci accompagné de légumes verts qui seront moutardés au romarin. Exactement. Peux-tu m'en dire un peu plus sur les étapes principales de cette recette? Alors, on a la partie de longe du cochon D'accord. et la partie ventrèche, donc, comme vous avez dit, braisée et rôti. Et on va faire une petite sauce avec les légumes verts aigre douce, avec pomelos et moutarde, liée avec un petit peu de crème de riz et le tout parfumé au romarin. D'accord. Alors quand on parle avant tout, quand on parle de cochon Ibayona, qu'est-ce que ça signifie Ibayona? Qu'est-ce que c'est? Alors, Ibayona, c'est une race du Pays Basque. C'est un petit cheptel près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a 3-4 charcutiers qui le travaillent et qui le commercialisent. Et c'est un cochon de 200 kg. Il est tout rose. Donc c'est une belle bête. Le gras est très développé à l'extérieur de chaque pièce. Et c'est un gras très blanc. Et il a la particularité d'avoir une chair fine et assez laiteuse, et on peut le servir rosé, contrairement aux cochons qui sont un peu plus roses ou un peu plus qui tendent vers le rouge. C'est un produit de qualité donc. Ah, très bonne qualité. Et c'est un produit qu'on trouve qu'au Pays Basque ou on peut en trouver Alors on peut le trouver éventuellement ailleurs par les charcutiers qui peuvent éventuellement travailler avec des restaurants parisiens ou autres. Après dans le commerce on va trouver d'autres races de cochons peut-être qui vont se rapprocher. Par exemple je pense au... Cette recette est duplicable sur d'autres races de cochons. Tout à fait. Très bien. À 13 ans, j'ai décrété que je voulais être cuisinier, intuitivement. Je pense que les repas de bonne famille et l'application qu'il y avait, ils sont pour quelque chose. Ensuite, j'ai fait le lycée hôtelier de Souillac. J'ai fait un BEP et un bac pro. Et j'ai commencé ma carrière à mes premiers pas professionnels à l'hôtel du Palais à Biarritz, donc en Pays Basque. Et je suis tombé amoureux du Pays Basque à ce moment-là pendant 2 ans. Je suis monté ensuite une petite année au Crillon, toujours en tant que commis cuisinier. Donc là, vraiment, on apprend les premiers pas dans la cuisine, tous les gestes importants, les bases. Et ensuite, j'ai travaillé sur les recettes d'Alain Ducasse au lycée hôtelier. Donc j'ai voulu postuler dans les restaurants d'Alain Ducasse. À cette époque, il montait du restaurant Alain Ducasse à Monaco vers Paris, au Trocadéro, au 59 points carrés, comme s'appelait le restaurant. Et donc là, il m'a reçu et il m'a recruté en tant que commis cuisinier toujours. Et là, pendant 7 ans, on a déménagé en 2000 au Plaza Athénée, mais pendant 7 ans, j'ai travaillé avec Jean-François Piège, qui était le chef du restaurant Alain Ducasse. Et en tout, en 10 ans avec Alain Ducasse, parce que les 3 dernières années, j'ai été chef de la Cour Jardin, le restaurant gastronomique d'été, car je souhaitais connaître aussi l'activité séminaire et aussi gérer une brigade, gérer les coûts, gérer en fait une cuisine. Et donc j'ai pu le faire à la Cour Jardin avant et pendant la préparation en fait de mon projet que je souhaitais réaliser, c'est-à-dire l'auberge basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, un projet il y a eu 5 ans de recherche. Et on a ouvert en 27 avril 2007 une auberge contemporaine. C'est une vieille ferme qu'on a rénovée avec une table et des chambres. On se sent comme à la maison, c'est l'ambiance qu'on a voulu ressentir dans ce lieu. On a obtenu une étoile Michelin en 2009 et on a été aussi, j'ai été révélation de l'année par le Goemio en 2008. Voilà, j'ai aussi le titre de maître restaurateur et tout ça voilà, m'a motivé à ouvrir une auberge en Pays Basque. Donc par quoi allons-nous commencer? Alors on va commencer par préparer le plus long, c'est-à-dire la longe de cochon et la ventrèche surtout en premier, puisque la ventrèche va cuire 36 heures. Oui. Donc, alors il ne faut pas prendre peur, en effet la ventrèche va cuire 36 heures dans notre four à eau suprême qui permet de faire des cuissons sous vide de basse température. Mais il faut savoir que c'est une cuisson qui peut se faire quelques jours à l'avance. Et c'est même recommandé de faire la cuisson donc, des 2 viandes à l'avance. Dès que la viande est cuite, on la met à refroidir dans un bac d'eau glacée et elle se conservera très facilement 4-5 jours au frigo. Et après, il ne restera plus qu'à faire les garnitures, la petite sauce et pour le jour du service et de dresser ça pour ses clients. Ça permet pour ses invités. Voilà, ça permet de faire le repas de famille du dimanche, mais on le prépare soit en plusieurs étapes pour gagner du temps. Et le jour même, c'est vrai qu'on n'a plus qu'à finir la recette. Donc nous allons commencer. Voilà, donc la ventrèche, on voit que c'est une belle ventrèche avec de la chair.
premier lieu, ben, on l'assaisonne assez régulièrement puisque le sel va ensuite pénétrer dans le sac sous vide, hein, dans la chair de la ventrèche. Donc c'est une ventrèche fraîche. Hein. Oui, fraîche. À ne pas confondre avec une ventrèche qui serait déjà séchée, salée et fumée. Voilà, exactement. Donc là, on l'assaisonne avec le sel et le piment d'Espelette. Donc, piment d'Espelette oblige, on est au Pays Basque. Après, on peut le faire avec du poivre de Cayenne, mais bon. Oui, après, on peut mettre le piment d'Espelette, on le trouve partout de nos jours, donc ne pas hésiter à l'utiliser. Donc, on rajoute la gousse d'ail coupée en lamelles. On enlève le germe. Voilà, ne pas oublier, il est indigeste. C'est la raison pour laquelle il faut la retirer. Bon, en parallèle, je vais feuiller la branche de romarin que tu mettras également dans la poche sous vide pour que ça parfume la viande. Dans l'étape suivante, on va mettre nos morceaux de viande sous vide. Alors, très important, lorsque l'on met un morceau de viande comme ceci sous vide, retrousser la poche de façon à ne pas salir la partie qui va être soudée. Parce que si on commence à mettre du jus, du gras, ça va mal se souder. On ne va pas forcément le voir, il va y avoir une petite fuite sur la soudure. Voilà, là on vient mettre quelques branches de romarin sur la ventrèche qui va le parfumer. Alors, le fait d'être sous vide et de cuire enfermé, ça va multiplier les saveurs. C'est ça, donc il faut doser tous les aromates de façon un petit peu moins généreuse que si on était directement dans une cuisson, dans une sauteuse ou quelque chose. Parce que là, c'est au contact et ça aura un temps assez important pour diffuser les aromates. Donc ici, nous utilisons une machine sous vide de la maison Matfer. C'est une machine qui utilise uniquement les sacs gaufrés, comme celui-ci. Donc, il est composé d'une cavité par où est aspiré l'air et d'une barre de scellage qui permet donc de souder la poche. Il suffit juste de positionner la poche au niveau de la cavité par où l'air va sortir, de faire attention que la poche sous vide soit bien à plat, il ne faut pas qu'il y ait de plis, et de refermer le couvercle en appuyant fort sur les angles. Donc comme on peut le voir, c'est une machine entièrement automatique. Je n'ai appuyé sur aucun bouton. Elle a fait l'aspiration et le scellage. Et après chaque mise sous vide, on vérifie bien sûr que le scellage est parfait, qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Il faut pas bien sûr que l'air rentre dans la poche. Voilà pour un. On va faire pareil avec la longe. Donc là, la longe, on aura moins de temps de cuisson que la ventrèche. Alors oui, température différente. Pourquoi celle-ci cuit 5 heures et celle-ci 36 heures? Donc là, on est sur une partie avec du maigre et du gras, avec aussi un petit peu de nerf, alors que dans la longe, comme on peut le voir, le gras est autour et un petit nerf extérieur. Et donc celle-ci a besoin d'être braisée. La température est aussi différente, puisque les textures des fibres des deux morceaux sont différentes, et ainsi que leur structure. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà, nos deux viandes sont sous vide. Nous allons les mettre en cuisson maintenant. Donc voici notre four suprême qui va nous permettre de faire une cuisson basse température sous vide. Donc il est composé d'un bac dans lequel on introduit de l'eau. Donc ici notre eau est chauffée à 53 degrés. C'est pour la cuisson de la longe. Sachant que ce bac peut servir également de bain-marie, il peut également servir pour chauffer une soupe, pour la maintenir au chaud, pour faire fondre du chocolat. Il a plusieurs utilisations. La particularité de cette tempéreuse, de ce four, c'est qu'il est réglable au dixième de degré près. Ce qui signifie que notre cuisson de la longe, qui va durer 5 heures, à 53 degrés, ça va être du 53 degrés pendant les 5 heures. Si on faisait ça dans une casserole remplie d'eau, on ferait du 55, 60, 65, on redescendrait à 40, on n'arriverait pas à réguler les températures parce que bien sûr le feu va chauffer ou si on baisse trop ça va refroidir. Donc là on a du 53 degrés, il suffit simplement de plonger notre morceau de viande. Alors ici nous avons une espèce de clayette qui nous sert à insérer les poches pour garder un espace entre chaque poche.
Mais bon, dans notre cas, on ne va pas s'en servir vu qu'on n'a qu'un seul morceau à cuire. On l'introduit et on le laisse cuire donc 5 heures. Ici, nous avons une minuterie. Donc, on le règle sur 5 heures. Et on appuie sur le bouton Start. Voilà, et dans 5 heures, ça va sonner lorsque la viande sera cuite. On va faire pareil avec l'autre morceau, qui lui doit cuire 36 heures. 36 heures. Alors, ce coup-ci, la cuisson se fait à 60 degrés. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs 2 fours. Sinon, on aurait mis les 2 morceaux de viande dans le même four. Donc toujours cuire à couvert pour préserver la chaleur. Et là, je vais le régler sur 36 heures. Donc, et start pour démarrer. Donc, ce qui est pratique également avec ce four, c'est qu'on peut le mettre en route toute une nuit. Ou quand on s'en va travailler, il est en train de cuire votre viande tranquillement à la maison. Il n'y a pas de danger. Et puis, lorsqu'on rentre à la maison, c'est quasiment prêt. L'important, c'est d'être présent lorsque la cuisson se termine. Pour stopper la cuisson nette dans de l'eau glacée. Quand on dit glacé, c'est vraiment de l'eau avec des glaçons. Il faut que ce soit bien froid, qu'il y ait un choc thermique pour stopper la cuisson. Ça permet aussi de conserver le produit un peu plus longtemps que si on l'avait braisé, débarrassé Tout à fait. et gardé à l'air libre, je dirais. Donc la cuisine sous vide a pour but d'apporter, de garder toutes les qualités organoleptiques des produits, quels qu'ils soient, entre autres la texture de la fibre du produit, la jutosité, qui est quelque chose de très, très dur à conserver. Donc ça, c'est vraiment les 2 points forts, je dirais, de cette technique-là. Et ensuite, on a quand même un point important qui est la conservation, puisque les produits ne sont pas au contact de l'air, de l'oxygène, donc ils vont s'altérer beaucoup moins rapidement. Et il y a un 4e point qui est un détail, mais quand même important, c'est l'aromatisation ou l'assaisonnement ou la marinade, je dirais, qui est déjà une première cuisine dans la démarche de cuisiner les produits. Donc voilà, tous des avantages qui sont en fait assez forts par rapport à l'élaboration de cuisine simple ou plus compliquée ou plus élaborée. Étape suivante, on va préparer les légumes verts. Donc, à savoir les petits pois. Alors ici, nous avons préféré utiliser des petits pois frais. Exactement, on est en pleine saison. Tout à fait. Donc, dans la recette, tu dis 400 grammes. 400 grammes, c'est de petits pois écossais. Exactement. Donc j'ai fait un calcul pour vous donner une idée. 400 grammes de petits pois écossais, ça vous fait 1,4 kg de petits pois non écossais. On se pose toujours la question, donc voilà, j'ai l'info. Donc ici nous avons une machine à écosser les petits pois, ça marche également pour les fèves. Il suffit juste, c'est un appareil électrique, il suffit juste d'actionner le bouton marche arrêt, d'introduire la cosse du petit pois par l'arrière et la cosse ressortira par devant vide et le petit pois tombera dessous. Voilà. Nous avons juste voulu vous faire une démonstration, on les avait préparés à l'avance. On peut se rendre compte que nos cosses sont vides et que nos petits pois, après il faut juste trier un petit peu. Ça, c'est un encouragement à manger des petits pois frais. Voilà, tout à fait. Fini le surgelé, quand c'est la saison qu'on peut s'en offrir, autant en profiter. Le petit pois en plus, c'est une vraie douceur, c'est un légume qui est vraiment plein de vitamines. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Et qui est très bon pour la santé, comme tous les légumes verts. Ensuite, bon, les petits pois sont prêts. Nous avons les haricots verts. Les haricots verts. Alors les haricots verts, il faut donc les couper les bords. Voilà, on va équiter uniquement la queue, on laisse le fil là-haut qui est totalement comestible. Donc en général, quand on veut équiter un haricot vert, on disait qu'il fallait casser et tirer pour enlever le fil. Bon, les haricots qu'on trouve de nos jours ont de moins en moins de fil. Exactement. Donc il faut juste couper en fait le bout. Tout dépend de l'origine et la variété. Oui. Voilà, mais il faut veiller quand même, voilà, voir si le fil est... Le mieux c'est casser, tirer. Et tirer le fil. Bon, le fil
Un demi-centimètre. Il est extrêmement fin. Ça prouve de la qualité du Et nous produit. allons donc les cuire à l'anglaise. Donc qui dit cuire à l'anglaise dit cuisson dans une eau bouillante salée. Alors salée, une eau quand même suffisamment salée, de façon à garder la couleur bien verte du Voilà, haricot. ça va fixer la chlorophylle du haricot. Et très important, lorsque le haricot est cuit, alors pour le temps de cuisson, le mieux c'est de le goûter, il faut qu'il reste croquant. On les goûte dans un récipient rempli d'eau glacée. Et là ça va vraiment figer la couleur et ils resteront bien verts. Alors vous voyez, on sale bien l'eau. On dit que l'idéal c'est qu'elle ait le goût de l'eau de mer. Donc pour les gens qui connaissent le goût de l'eau de mer, voilà, il faut essayer de trouver cette même intensité de sel. C'est l'ébullition et le sel qui vont permettre Et aux lorsque haricots. l'eau est en ébullition, donc, on y met les haricots en une seule fois. Et la cuisson dure généralement 6-7 minutes. À ébullition. À ébullition, oui. Important. Plus vite on mènera la cuisson, plus vite on va garder les qualités du légume, moins ça va se disperser dans l'eau. Donc nos haricots sont en train de cuire. Pendant ce temps, on va faire les échalotes. Là. Exactement. Alors il y a deux façons, soit au couteau, donc ciselé, Ciselé. soit avec cet outil qui est le coupe-oignon alligator. Donc cet appareil est vendu avec un réceptacle qui s'emboîte ici dessus pour réceptionner les morceaux coupés. Bon, nous ne l'utilisons pas pour qu'on voit bien ce qui se passe à la caméra. Donc alligator parce qu'il ressemble à une mâchoire d'alligator tout simplement. On y introduit donc l'échalote et on appuie. Je mets la main pour pas que ça éclabousse et notre échalote est coupée en petits carrés. Donc c'est très pratique. Quand on a beaucoup d'échalotes à faire, c'est rapide, Une superbe régularité. c'est régulier. C'est régulier. Et voilà. Et dernier petit détail sur l'appareil, pour le nettoyage, il est muni ici d'une grille qui permet de déloger tous les résidus de légumes qui pourraient rentrer sur la base. C'est souvent un stress de ciseler des échalotes, donc là, il n'y a plus de stress. Là, il n'y a plus de Avec le stress. couteau. Il faut encore les éplucher, mais plus les ciseler. Je pense Donc, qu'on nos haricots, je pense qu'ils sont cuits. Tu as peut-être les goûter pour voir. Ils sont bien verts. Hein. ils sont très verts. On disait tout à l'heure que ça allait fixer la chlorophylle. Ils sont bien, croquants et fondants à la fois. Donc, pour fixer la couleur, très important, comme on a dit tout à l'heure, dans de l'eau glacée, sans les laisser refroidir comme ça dans une assiette, il perdrait cette couleur verdâtre, il deviendrait vraiment très, très moche. Donc on va peler à vif le pomelos. On peut peler à vif comme ça tous les agrumes, citron, orange, les deux extrémités d'abord, ce qui permet de donner l'assise. Et donc là, avec le couteau, on suit la forme de la peau, du zeste et de la peau blanche, voilà, dans le but de le peler à vif. Et le but est de retirer le maximum de peau et le minimum de chair. Exactement. On voit ici qu'il reste très peu de chair sur la peau. Voilà, donc il faut le faire progressivement de la longueur de la lame avant du couteau. Sinon on aura tendance à rentrer dans la chair. Voilà, Puis essayer de suivre au maximum l'arrondi du pomelos. tout à fait. S'il reste quelques petits morceaux de peau blanche, on peut les enlever comme ceci. Donc on prend une assiette et c'est là où on va lever les suprêmes. Donc il est important de prendre la lame du couteau et de venir vers la petite membrane. Autour de chaque suprême, il y a une membrane. Voilà. Et on retrouve le suprême en entier. Donc à chaque fois, il faut vraiment suivre la petite membrane qu'on décolle pour récupérer chaque suprême.
Donc là, on va démarrer notre sauce qui va accompagner nos légumes. Donc dans une casserole, on a pelé donc à vif notre pomelos. On va mettre directement les pomelos dans la casserole. D'accord. Mais le jus, tout? Le jus, voilà. On parlait de le presser tout à l'heure, donc on va... Voilà. Donc là, on porte à ébullition. Les pomelos, la chair et le jus, tout va porter, tout le jus des suprêmes va ressortir en portant à ébullition. On ajoute les 20 g de sucre. Donc le sucre, c'est pour calmer un petit peu l'acidulé du pomelos et aussi lui donner une consistance. Voilà. Il n'y a pas un taux de sucre important par rapport à la quantité de pomelos, mais si on en met trop, bon, on va avoir une sauce trop sucrée. De sirop. Exactement. Sirop. Et derrière, on va voir qu'on va lier de toute façon la sauce avec d'autres éléments. D'accord. Voilà. Donc là, je rajoute la moutarde. On va laisser mijoter le pomelos avec la moutarde. Donc là, on aperçoit que notre sauce est un peu liée déjà avec le sucre et la moutarde. Donc on la laisse mijoter un petit peu pour que la moutarde et le pomelos mijotent bien. Là, je vais rajouter 2 petites brindilles de romarin pour aromatiser, comme je disais, en lien avec notre cochon. Donc, tu en mets assez peu, je vois, du romarin. C'est assez puissant comme herbe aromatique. Ça diffuse aussi beaucoup, donc il vaut mieux y aller doucement. Donc là, on est à ébullition. Il y a une belle homogénéité dans la sauce. Donc là, on va rajouter une cuillère à café. Il faut la remuer tout de même. Ouais. Il y a toujours le risque de grumeaux. Voilà. Il faut bien la dissoudre. On sent bien le parfum du romarin. Du romarin, de la moutarde, pamplemousse. Une jolie couleur bien orange. Donc Cédric, on se retrouve 36 heures après. Nos viandes sont cuites, donc à la fin de la cuisson, on les a fait tremper dans de l'eau glacée pour stopper net la cuisson et on les a réservées au frigo tel quel. Ils se conservent facilement 5-6 jours. Sans problème. Donc ça peut faire une bonne mise en place pour un restaurant. Il n'y a plus qu'à sortir la viande et à terminer la recette. Ou même à la maison, vous faites pareil. Vous préparez vos viandes. Quand elles sont cuites, vous les gardez au frigo et vous les préparez le jour où vous voulez les consommer. Donc là, en fait, on a fait une phase de cuisson. Bon, là, on a braisé donc la ventrèche. Donc celle-ci a cuit 36 heures. Voilà, 36 heures. Et celle-ci, 5 heures. Voilà, 5 heures. Ça, on est sur une pré-cuisson, puisqu'on on aura toujours un cochon rosé, possibilité de faire un cochon rosé, ou plus, bien sûr, suivant les goûts. Mais ça, c'est vraiment une pré-cuisson. Là, on est vraiment sur une cuisson braisée, donc on va juste rôtir. D'accord. Donc on a mis une cocotte au chaud. Donc on va ouvrir la poche. On peut remarquer que autour du produit, alors je parlais de jutosité, mais il y a plein de jus, il y a un peu de gélatine aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle le collagène de la viande. Donc là, on débarrasse les aromates. On va en garder une petite partie pour remettre dans la cocotte après. De toute façon, la viande est imprégnée de tous ses goûts. Tout à fait. Là, elle est aromatisée, elle est parfumée. Alors on ne les met pas tout de suite parce que là on va marquer, c'est pour ça que je les gratte, on va marquer la viande. Donc ça risquerait de brûler avant tout les aromates. Donc c'est important de les enlever. Ça donne un petit peu une impression d'une viande confite. C'est ça. Quand on la voit comme ça. Elle est confite. Donc là on va tailler des morceaux plus petits, on l'avait laissé en grand de toute sa largeur.
là, on va tailler des morceaux un petit peu individuels. Si on regarde la viande, là, on voit bien qu'elle est, regardez, un très beau rose. Donc là, directement, on peut le mettre directement dans la cocotte. On entend le frétillement. Dans la cocotte, on est sur une plaque induction, on a mis puissance 5 sur une échelle de 10. Je l'augmente un petit peu. Un petit peu à puissance 7. 7. D'accord. On entend le jus qui commence à sortir. Pendant ce temps, on va ouvrir la longe. Avant de recevoir ces invités, ces hôtes, on peut démarrer la ventrèche un petit peu plus tôt, comme nous on est en train de faire. D'accord. Et la maintenir un petit peu au chaud, en attendant de finir la longe. Là je retourne sur l'autre face. Donc là la viande est cuite, hein, donc on fait vraiment rôtir sur les 4 faces. Là ce qu'on veut c'est former cette pellicule croustillante. C'est ça. Et réchauffer le morceau de viande à carte. Ce qui permet le sous-vide permet d'avoir tous les avantages de la cuisson basse température. Garder on n'agresse pas la fibre de la viande, on la saisit pas trop fort, on la saisit uniquement à l'extérieur et garder toute sa jutosité. Donc tu utilises ce mode de cuisson dans ton restaurant. Exactement. Au quotidien. On peut l'appliquer à beaucoup d'autres produits. Oui, on peut l'appliquer. Alors, c'est pas forcément approprié pour tout, ou alors il faut vraiment adapter la cuisson. Mais on peut même réaliser d'autres préparations. Le veau, par exemple, est une viande appropriée. L'agneau aussi. Le bœuf, certains morceaux. Peut-être les morceaux à rôtir. Moi, je suis moins adéquat des morceaux à rôtir, mais parce qu'il est important pour le bœuf de garder tout son jus. Mais par contre, du palon de bœuf, c'est tout à fait approprié. Les joues de bœuf aussi. Tous ces produits qu'on a l'habitude de déguster, souvent en braisé. En ragoût. En ragoût, voilà. Et le poisson également qu'on peut appliquer à cette cuisson. Alors, les poissons charnus sont très appropriés pour ces cuissons. Suivant les viandes, ce qui est important, c'est, vous savez, on a le repère souvent chez notre boucher ou notre charcutier, il nous parle des morceaux à rôtir, des morceaux à braiser, donc là on peut rester exactement sur les mêmes repères, et donc du coup les morceaux à confire ou à braiser vont être sur un seuil de température, ça veut dire que ce sont des produits qui ont des fibres plus grosses ou qui ont certaines parties qui sont assez nerveuses, et donc du coup on va les cuire à une température, je vais donner une échelle de grandeur entre 55 degrés et 72 à peu près, et donc on va les cuire plus longtemps. En général on va les braiser, vu qu'on est dans une échelle de température basse, entre 12 heures et 36 heures. Ensuite, pour les viandes à rôtir, on va utiliser, ou à snacker, on va utiliser suivant l'épaisseur. Donc ce qui est important dans le rôti, c'est l'épaisseur. Si jamais on est sur 1 cm ou 3 cm, eh bien, il faut adapter le temps de cuisson. Sur 1 cm d'épaisseur, en général, on est sur des viandes à rôtir plutôt dans le maigre, ou alors légèrement persillé. On va mettre dans les températures qui oscillent entre 48 et 55 degrés. Et on va cuire ça entre 1 heure et 5 heures en fonction de leur volume, comme je disais. Donc le repère, c'est vraiment l'épaisseur et le volume général de la pièce. Et dans ces zones de température, je répète, de 48 à 55 degrés et entre 1 et 5 heures. On va pouvoir découper notre longe de cochon et rôtir directement dans la cocotte. Donc là, on découpe un peu comme la ventrèche. Et aussi nous avons une jolie couleur rose pâle. Et on
parlait de jutosité, mais vous devez voir toute la brillance et toute la jutosité et la souplesse. Et la souplesse de la viande, oui. De la viande. Donc là, on est vraiment dans une pré-cuisson. Voici nos beaux morceaux de ventrèche. On a cette cuisson de la longe, combien de temps? Ça, de cette épaisseur avec la pré-cuisson, on va en avoir pour 3 minutes. Là aussi, le but c'est de faire caraméliser la surface. Hein. Tout à fait. Alors pas autant que pour la ventrèche, parce que là les chairs sont plus fragiles. Là, on est sur une chair un peu plus charnue. Il faut rajouter quelques aromates pour la cuisson de la longe. Ils ont besoin de rôtir eux aussi. Plus j'ongle avec le feu, donc on est à puissance 6-7. 6-7, oui. Donc on n'a pas rajouté de sel. Il y a le sel qu'on a mis au départ avant de mettre sous vide. C'est suffisant, ça a salé le morceau à cœur. Et après on peut rajouter de l'accord de sel, mais je pense qu'il est préférable, surtout que la ventrèche elle va être assez corsée. Là on voit bien que c'est une deuxième partie de cuisson, on n'a pas uniquement marqué, parce que c'est important de retrouver tous ces arômes qui nous donnent le plaisir et l'émotion d'une viande rôtie. Je retourne un petit peu sur toutes les faces en fonction de l'épaisseur des morceaux, parce que quand on les marque même un tout petit peu, d'où la précision d'une pince, c'est assez agréable. Il faut que la cuisson soit régulière, donc on marque sur chaque face. Même si elle est fine. D'accord. Et ça participe à la régularité de la cuisson. On va mettre les morceaux de ventrèche dedans. On va tout maintenir au chaud. Donc on les a caramélisés avant pour faire sortir le gras. Et là on réunit tous nos morceaux. On les laisse au chaud. Voilà, on va les laisser au chaud. Je vais baisser le feu. Oui. On entend que ça frétille assez sec. Donc là, ça veut dire que ça va doucement descendre en température. La viande a besoin de repos. Même si elle a eu une pré-cuisson sous vide, elle a besoin de repos et de détendre ses chairs, parce que là, mine de rien, on vient de la saisir assez fortement quand même. Alors ce repos, il a pour but de rendre la viande à nouveau moelleuse. Voilà, elle va se détendre, les chairs se détendent. Le sang s'est concentré au cœur du morceau. Voilà. Et en se reposant, il va revenir sur les abords du morceau. Voilà, et il va relâcher un petit peu son jus. Et donc c'est là où la viande va être rôtie et juteuse. Donc là, on a tous nos éléments pour terminer nos légumes. Donc les petits pois écossais, les haricots verts à cuit. On va mettre dans une sauteuse un petit peu de beurre clarifié. Donc le beurre clarifié, c'est du beurre que l'on a fondu. Tout doucement. Voilà, le petit lait s'est séparé. Il est tombé au fond du récipient. Ce qui permet, parce que ce qui brûle dans le beurre doux, c'est le petit lait. Donc là, on n'aura pas de petit lait, on n'aura pas de petites touches caramélisées. C'est l'avantage d'utiliser le beurre clarifié. On peut aussi, pour des cuissons de poisson ou de viande, utiliser le beurre clarifié dès le départ. Au point de vue gustatif, c'est très intéressant. Cependant, il peut brûler quand même. Et il peut brûler quand même, mais à plus haute température que du beurre doux en fait. Tout à fait. Donc là, nos échalotes que nous avons ciselées tout à l'heure. Je fais un petit test de chaleur. Donc je vais augmenter un petit peu le feu. Donc le but est de suer les échalotes sans coloration. On va les faire un petit peu blondes, si on peut, oui, un petit côté caramélisé.
Donc l'échalote, ça va apporter un peu la rusticité en fait dans nos légumes verts. Les oignons, les échalotes, l'ail, c'est des aromates, mais c'est aussi des goûts rassurants, je dirais, dans des plats, que ce soit avec des légumes ou de la viande. Voilà, on entend, ça commence à frétiller. On les assaisonne. J'ai augmenté le feu, voilà, pour vraiment suer de suite. Le fait de les saler, ça va leur aider à suer, donc leur eau de végétation toujours. C'est cette petite eau qui va permettre de... Le sel fait extraire l'eau de végétation des légumes. Exactement. Donc là je rajoute le beurre doux. Qui va servir aussi après à faire revenir nos légumes verts avec les échalotes. Tant qu'on entend des bulles humides, ça veut dire qu'il faut continuer à les faire revenir. Et puis après, on va avoir un petit peu de bulles sèches, on va les voir caraméliser. Comme je dis souvent, il faut qu'on cuisine, quand on cuisine, le goût c'est la dernière chose, mais avant il faut utiliser tous ses sens, avec le nez, les oreilles. La vue. Et la vue, bien sûr. Donc là, vous voyez, elle commence à être blonde, on rajoute nos petits pois. L'humidité qui arrive, mais bon il n'y en a pas beaucoup, hein, le petit pois, c'est pas un légume très humide, il commence à briller, à suer, voilà, je vais le laisser suer. Là je rectifie l'assaisonnement en même temps, parce que j'ai assaisonné les échalotes, mais j'assaisonne aussi les petits pois. Donc là tu nous as dit 1 minute, hein, voilà. Je baisse un petit peu le feu parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité. Et on entend que l'humidité commence un peu à s'évaporer. Et le but c'est de garder le petit pois aussi bien rond, bien lisse. S'il chauffait trop, il deviendrait sec et pétri. Voilà, la peau va flétrir, derrière le cœur aussi. Puis il va perdre la première peau, ça va être vilain. Donc là je suis descendu à 5, on est à mi-température, c'est assez sec comme ambiance. Donc c'est une cuisson vraiment lente, on y va doucement. C'est vrai qu'il vaut mieux rester devant, dans ce cas de figure, hein. La cuisson est courte, mais il vaut mieux surveiller. Voilà, les petits pois sont bien. C'est comme les haricots tout goûter. Si vous voulez savoir si le produit est cuit comme il faut pas hésiter à goûter en cuisine. On rajoute les haricots verts, on baisse le feu, on les fait tous revenir ensemble. Je rectifie l'assaisonnement aussi pour les haricots verts, même si on a salé légèrement. Le petit pois était bien assaisonné, donc un petit peu. D'accord. Si on n'aime plus pimenté, par contre, on pourrait très bien rajouter un peu de piment d'Espelette dans les légumes verts. Voilà, donc la fricassée de légumes est prête. D'accord. On n'a plus que passer au dressage. La viande est prête, au chaud, la sauce est prête. Et la sauce est prête aussi. Et bien c'est parti pour le dressage. Donc le dressage. Pour ce dressage, tu nous as sélectionné une très belle assiette de la maison Sarreguemines Vaisselle. C'est un nouveau produit qu'on vient de rentrer sur le site meilleurduchef.com. Donc on a notre sauce que j'ai remis à chauffer, nos légumes verts, la fricassée qu'on vient de terminer, et notre cochon. On va commencer par regarder notre cochon. Donc le voilà rôti, quelques petits aromates, un morceau de ventrèche. On peut se rendre compte quand même de la tendresse de la viande. C'est quand même du porc. Il faut dire que le porc, il est quand même assez sec. Et on peut y aller. C'est encore moelleux. Avec le doigt, bon, la caméra c'est difficile, mais on se rend bien compte qu'il est très moelleux. Tout à fait. On va le regarder de l'intérieur. Voilà,
Et il a une très jolie couleur, oui. On constate une régularité, ce qui est important, c'est la régularité de la cuisson. L'humidité de la viande. Voilà. Elle Qui brille. ruisselle, qui brille. Et il n'y a pas de marque de surcuisson quelque part. Non, tout ceci, on l'a obtenu grâce à cet appareil. Exactement. Donc je vais mettre un petit peu de sauce au fond de l'assiette. Donc on est dans une couleur très printanière. Même si l'été vient juste d'arriver. Donc le morceau de ventrèche rôti. Le cochon, tant qu'à faire, on va observer sa belle cuisson. On met la tranche juste devant. Et les légumes verts, Et le contraste avec le vert. on va les laisser C'est vivre. vraiment un plat de saison, oui. Rien que par ses couleurs. Voilà. Si on souhaite un peu plus de sauce condimentée, on peut en servir à côté, par rapport à la viande ou par rapport aux légumes verts, avec cette note aromatisée On termine et avec acidulée. un petit peu de romarin peut-être. On peut mettre une brindille de romarin, une tête par exemple. Il ne faut pas oublier que c'était un des ingrédients principaux de la recette. Donc une petite touche. Eh bien très bien, je te remercie Cédric pour cette délicieuse recette qui prend certes du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Merci et à très bientôt. Merci à vous.